Bonjour, dans l'actualité des idées ce midi, le peuple peut-il revivifier la démocratie? Concordance des temps, 2 essais abordent cette question sous un jour nouveau. Celui de Francis Dupuy-Derry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste des mouvements sociaux contemporains. Il publie La peur du peuple, agoraphobie et agoraphilie politique aux éditions Luxe. Théoricien de la contestation, mais également chercheur engagé dans les mouvements pacifistes et il a également mené des actions, soit contre la guerre en Afghanistan, le capitalisme ou encore la répression policière. Un homme de terrain et un homme de concept. L'un de vos précédents ouvrages, les Black Blocs, la liberté et l'égalité se manifestent, vient d'ailleurs d'être réédité en poche, Francis Dupuy-Derry. Citons également Démocratie, histoire politique d'un mot, paru en 2013. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Autre essai à paraître aujourd'hui, Le coup d'État citoyen de Romain Slitine et de Elisa Lewis, entrepreneur et vice-présidente du collectif Démocratie ouverte, un collectif citoyen indépendant de transition démocratique. Bonjour. Bonjour. Questionnement commun à vos 2 livres, à vos 2 essais et donc à vous 2. Pourquoi le projet démocratique est-il en crise? Comment la société civile peut-elle se réapproprier le processus de décision politique? Remettre en somme du peuple dans la démocratie ou de la démocratie dans le peuple? On va en discuter ensemble jusqu'à 13h30. Mais d'abord une première question au préalable qu'on pose à tous nos invités. On commence peut-être avec vous, Francis Dupuy-Derry. Comment allons-nous? Un regard de citoyen ou un regard de politologue, politiste? Quel regard portez-vous sur nos sociétés aujourd'hui? D'un point de vue politique et du point de vue, si on parle de démocratie, je pense ça va pas très très bien, quoi, clairement. Après ça, bon, il y a des différences. Moi, je viens du Canada, donc là, depuis un an, on a ce fameux Justin Trudeau, qui est un peu une sorte de sex symbole renouveau du progressisme cool. Donc ça fait quand même un peu respirer, même si c'est pas la panacée. Mais clairement, quand on voit l'Europe de l'autre côté de l'Atlantique, disons, ça a l'air plutôt inquiétant. Et de votre côté, Elisa Lewis? C'est sûr que de notre côté, en Europe, ça ne va pas très bien non plus. Quand on regarde finalement les principaux rouages qui ont fait fonctionner notre système politique ces 200 dernières années, et de ce point de vue-là, ça va pas très bien. Les partis politiques subissent une hémorragie qui semble pas prête de s'arrêter. La crise de confiance entre les citoyens et les responsables politiques, elle aussi, semble s'aggraver chaque jour davantage. Et on a cette impression finalement d'être dans une impasse politique, une impasse démocratique. Quelques graines d'espoir quand même dans tout ça? Nous, on est là pour partager plein de graines d'espoir. Oui. Comment évaluer la défiance des Français à l'égard du système démocratique actuel? On va commencer, et c'est une fois n'est pas coutume, on va le dire, par un sondage, une enquête plutôt de l'Observatoire de la démocratie via Voice pour la Fondation Jean Jaurès, qui montre que pour une majorité de Français, 72% de mémoire, la démocratie peut être en danger. Cette majorité des Français qui se sont exprimés à l'occasion de cette enquête souhaitent un meilleur équilibre entre démocratie représentative et démocratie participative. Alors, ce qui la menacerait, selon les auteurs de cette enquête, l'extrémisme politique de droite comme de gauche, l'extrémisme religieux et le comportement des politiques. Et en ce sens, ils rejoignent, Elisa Lewis, ce que vous venez d'exprimer. On l'entend aussi à travers ce sondage, peut-être à voir avec vous tout de suite, Francis Dupuy-Derry. On est quand même dans une période de société où la société est prise un peu en étau entre de fortes tensions, non? Entre ceux qui aspirent au retour d'un chef et d'un État fort et ceux qui souhaiteraient plus de démocratie, en tout cas plus de liberté, dans un moment où celle-ci semblerait menacée. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que si on veut parler de cycle, disons, en tout cas pour l'Occident, je pense qu'on est encore dans le fameux cycle des années 60, même si évidemment il y a eu des hauts et des bas, des creux. Mais depuis les années 60, donc, il y a beaucoup de mouvements sociaux qui vont parler de démocratie participative, démocratie directe. C'est un peu les symboles des assemblées générales sur les campus occupés. Et puis après ça, bon, ça a pris d'autres formes dans le mouvement féministe, dans le mouvement pacifiste. Après ça, il y a eu le mouvement altermondialiste qui fonctionnait aussi selon les principes de démocratie directe. Il y avait des campements autogérés. On a vu ça au G8 en 2003 en France, par exemple. Et puis après ça, avec des mouvements comme Occupy, entre autres inspiré évidemment aussi de ce qui s'est passé au Maghreb, Nuit debout ici en France. Donc ça, c'est vraiment des citoyens et des citoyennes, des fois des gens d'ailleurs qui sont sans papier, qui n'ont pas le statut, mais qui considèrent que la vraie politique, la vraie démocratie, finalement, c'est de se rassembler ensemble et de discuter, de parler, prendre ses décisions ensemble. Évidemment, la tension qu'il y a par rapport à ces mouvements, c'est que malheureusement, ils n'ont pas le vrai pouvoir, disons, de prendre des décisions collectives. Et là, des partis politiques se disent, nous, on peut être le relais de ce mécontentement, de cette critique du système.
Donc ça serait, disons, le populisme de gauche qu'on a pu voir avec Podemos, peut-être un peu avec Mélenchon. Et puis, de l'autre côté, il y a le populisme d'extrême droite qui dit tous pourris. Des fois, d'ailleurs, on est un peu confus parce que c'est les mêmes critiques par rapport au système. C'est une petite élite, une clique qui fonctionne par cooptation, ils sont corrompus. Donc, des fois, la critique d'extrême droite et la critique, disons, d'extrême gauche autonome, elle est un peu similaire envers les élites, c'est particulier. Mais ce qui est clair, c'est que l'extrême droite, l'objectif, c'est pas la démocratie directe, c'est des partis extrêmement hiérarchisés, avec des chefs évidemment autoritaires qui veulent le pouvoir pour eux, évidemment. Mais justement, même au-delà des élites, tout le monde n'aspire pas aujourd'hui, du côté du peuple, à plus de démocratie, plus d'ouverture ou plus de voix directes au débat. On a le sentiment aussi que pour beaucoup aujourd'hui, dans ces périodes où on se sent menacé, où la sécurité avec le terrorisme semble remise en cause, aspire à un État fort, Elisa Lewis. Ça, c'est aussi une aspiration, une partie de l'opinion qu'il faut pouvoir prendre en compte. Oui, tout à fait. Puis, faut aussi voir qu'on a été fortement conditionnés pour devenir des citoyens, en fait, plus tellement des citoyens, mais avant tout des électeurs consommateurs, dans une position passive, attentiste, infantilisée presque. Infantilisée vis-à-vis de responsables politiques qui, eux, auraient la clé à tous nos problèmes. Tout ça, ça s'est construit sur une longue période de temps, puisque depuis les révolutions françaises et américaines, on a peur de ce peuple infantilisé, prisonnier de ses peurs, de ses humeurs. Et donc, on a finalement considéré que la puissance politique du peuple ne pouvait s'exprimer que par des intermédiaires, que sont les syndicats, les partis politiques, les parlements, la représentation. Et finalement, on voit bien aujourd'hui que ça ne peut pas être l'aboutissement de la démocratie, en tout cas que cette démocratie représentative élective a vécu, et qu'un certain nombre d'acteurs tâtonnent, expérimentent, cherchent à ouvrir de nouvelles brèches, de nouvelles pistes, de nouvelles solutions pour repenser notre rapport à la démocratie et sortir de cette ornière qui consiste à considérer que la démocratie, c'est la capacité à élire des représentants une fois tous les 5 ans. Démocratie, plèbe, peuple, d'ailleurs vous distinguez ces mots, Francis Dupuy-Derry, mais pour en revenir au cycle que vous évoquiez, l'époque est quand même à une forme de marketing démocratique. Ce sont des mots qui sont très présents, et notamment dans le discours politique, mais pas seulement, aussi des acteurs économiques. Tout le monde se revendique de ces mots-là. On a le sentiment que ça fait quelque part peut-être vendre du réel et parfois même du rêve. Mais dans les faits, alors comment redonner de la substance à ce mot qui semble avoir beaucoup perdu de son contenu avec notre entrée dans la modernité? Oui, mais en fait, je pense qu'il faut se réapproprier une histoire qu'on a oublié de nous raconter. Cette histoire, j'ai essayé de la retracer un peu dans un livre précédent qui était Démocratie, histoire politique d'un mot. Je continue un peu le même travail ici. Et donc, je vais voir comment, dans l'histoire de l'humanité, à l'extérieur de l'Occident aussi, il y a toute cette pratique de s'organiser, de délibérer, de la palabre, parler ensemble des affaires communes sans qu'il y ait de chef. Et je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, quand les colonisateurs français arrivent dans ce qu'ils vont appeler la Nouvelle-France, donc en Amérique du côté, sur la côte est d'Amérique de l'Est, ils trouvent évidemment des peuples autochtones. Et les peuples autochtones, en fait, tous les missionnaires, les coureurs des bois, les gouverneurs, les militaires français font le même constat. C'est qu'ils sont toujours en train de délibérer des affaires communes. Ils sont tout le temps en train de parler et ils gèrent leurs choses ensemble. Et même des missionnaires jésuites disent, en fait, ils raisonnent beaucoup mieux que n'importe quel bourgeois à Bordeaux ou à Paris, parce qu'ils ont simplement l'habitude de toujours gérer leurs choses ensemble, en commun. Et le chef chez les Autochtones, c'est une sorte d'animateur associatif, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir. Donc ça, on a dans l'histoire du Moyen-Âge, j'en parle aussi dans le livre, il y a cette histoire oubliée. Évidemment, le Moyen-Âge, ça fait toujours référence aux rois, les chevaliers, les dragons, les princesses, les croisades. Mais en fait, il y avait des milliers de villages qui fonctionnaient de manière autogérée. C'était ce qu'on appelait les communautés d'habitants. Et ils fonctionnaient par assemblée d'habitants. Ils avaient même un statut juridique. Et ils pouvaient avoir 10-15 fois par année des assemblées d'habitants où ils géraient le commun, les champs, les troupeaux, les forêts, les bois, le puits, le pont, le moulin, etc. Et l'Europe médiévale, en fait, elle s'autogérait en grande partie. Les fameux seigneurs, les rois, les nobles, ils faisaient à peu près rien pour la communauté. Ils faisaient la guerre, levaient un peu de taxes, organisaient des bals, faisaient la chasse, mais c'est pas eux qui géraient la santé, c'est pas eux qui géraient le travail, c'est pas eux. Et donc, l'humanité a cette histoire d'autogestion, si je peux dire, ou de démocratie directe, qu'on a oublié de nous raconter à l'histoire, qu'on oublie de nous raconter dans les films, qu'on oublie de nous raconter, et on dit toujours, il faut un chef, il faut quelqu'un qui va nous diriger. Et je reviens à ce que Elisa disait sur
l'apprentissage aux élections. Moi, je suis toujours étonné, par exemple, que dans nos écoles secondaires, je pense que c'est la même chose ici en France, mais en tout cas au Québec, c'est comme ça. Ben, en fait, on a des conseils d'élèves. Donc, dans l'école secondaire, il faut élire un conseil de représentants. Alors qu'on est quoi? On est 30 ou 40 par classe. On pourrait très bien imaginer le vendredi après-midi, une fois par mois, une assemblée des élèves qui n'ont pas besoin de représentants. De toute façon, ces conseils d'élèves, ils servent en fait à rien, strictement à rien. Et puis, moi, au Québec, j'ai eu l'étonnement de constater qu'en fait, cette pratique d'élection de conseil d'élèves, elle est en fait encadrée par le ministère de l'Éducation et par le directeur général des élections au Québec. Et il présente ça comme une formation à la citoyenneté et une formation à l'élection. Donc, on doit nous apprendre à voter. Quand on a 12, 13, 14 ans, donc tout de suite, on apprend qu'il faut déléguer, qu'il faut un chef. Avant d'en venir au laboratoire, aux formes possibles de démocratie et d'expression populaire aujourd'hui, telles que vous les envisagez, il faut quand même revenir sur ces deux mots qui font le sous-titre de votre ouvrage, Francis Dupuy-Derry, la peur du peuple, agoraphobie et agoraphilie politique. Alors, vous l'écrivez, l'agoraphobie politique propose qu'une élite exerce son pouvoir sur le peuple, alors que l'agoraphilie politique désire que le peuple exerce son pouvoir-faire, qui est à la fois un pouvoir avec et un pouvoir du dedans. Alors, je ne sais pas si je suis beaucoup plus claire avec cette définition qui est plus facile, oui, mais qui est plus facile à lire peut-être qu'à écouter. L'agoraphobie, en somme, et là je vais tenter de vulgariser un peu, ce serait l'attitude de ceux qui repoussent la démocratie directe, et l'agoraphilie plutôt à un comportement, le comportement de ceux qui l'accueillent. Comment vous percevez la chose l'un et l'autre? Est-ce qu'il faut engager aujourd'hui un bras de fer entre les deux? Est-ce que ces deux formes peuvent cohabiter? Comment faire? Ben, merci d'être l'attention sur le sous-titre. Donc, ces deux concepts, agoraphobie et agoraphilie, effectivement, que j'ai décidé de proposer parce que justement, comme tout le monde se dit démocrate et que maintenant on a des démocraties représentatives, des démocraties actuariales, des démocraties représentatives, des démocraties liquides, des cyberdémocraties, etc. Bref, c'était plus tellement clair qu'est-ce qu'on pouvait entendre par antidémocrate ou antidémocratisme. Donc, j'ai proposé le terme agoraphobie politique pour désigner donc cette peur des assemblées, des gens qui se rassemblent dans une agora, là, qu'elle soit formelle ou informelle, ça peut être Place de la République pour Nuit debout, par exemple, et les gens ont peur, les gens méprisent, les gens expriment de la haine envers ces gens qui s'assemblent. Et l'agoraphilie, donc, effectivement, c'est l'inverse, c'est une sorte d'amour de cette démocratie directe. On peut le voir, c'est ce que moi je propose comme vraiment un conflit, c'est pas juste un conflit d'idées, hein, c'est pas de l'idéalisme, c'est un conflit de rapports de force et d'institutions qui contrôlent le processus de décision dans une communauté, donc c'est extrêmement important. Il y a des ressources qui sont impliquées dans ce conflit, il y a des forces politiques, et une part du peuple peut être agoraphobe, c'est-à-dire une part du peuple peut avoir peur de sa propre capacité politique et espérer, vous l'avez dit, un grand personnage qui va régner en son nom, défendre ses intérêts, etc. Et donc, moi, je présente vraiment ça comme une opposition assez radicale. Je pense que le livre de Elisa, c'est plutôt de voir l'entre-deux, comment, en fait, une sorte de participation citoyenne peut être réintégrée dans le système, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ça aujourd'hui, beaucoup de nouvelles expériences qui essayent d'améliorer, disons, de rendre plus participatif le régime électoral, représentatif. Moi, je suis plutôt sceptique ou cynique par rapport à ces expériences. J'ai Donc peur. Vous êtes un peu plus radical, en somme. Ben, peut-être plus radical, oui, si c'est une qualité, ou en tout cas, je sais pas ce que c'est, mais oui, je pense que c'est plus radical. C'est-à-dire que aussi dans le bouquin, j'essaie de voir quelques expériences comme Podemos. Les deux livres parlent de Podemos, mais on tire pas exactement les mêmes conclusions. C'est-à-dire que moi, Podemos, ce que j'essaie de voir, c'est comment finalement, en émergeant d'un mouvement social qui justement pratiquait la démocratie directe, dont les indignés, Podemos c'est institué comme parti, et plus les mois passent, plus les années passent, plus en fait il devient un peu comme un parti quand même, comme les autres, quoi. Comment Podemos a perdu de sa saveur quelque part en s'institutionnalisant, en se faisant récupérer aussi par le jeu politique, là où vous y voyez une expérience plutôt réussie, Elisa Lewis, sur Podemos. On y voit en tout cas une expérience qui tranche avec le rapport qu'on a eu avec les partis politiques jusqu'à présent. On avait, ce dont on est convaincu, et c'est vrai, c'est que bien souvent les expériences les plus intéressantes émergent d'abord des marges du système politique. Après, c'est vrai, et ça a été le cas de Podemos, qui s'est construit sur le terreau des indignés, donc sur le terreau d'une mobilisation citoyenne qui au départ refusait toute forme d'incarnation politique. Et puis il se pose toujours la question de comment réussir à transformer le système. Et donc Podemos, c'est vrai, a essayé de trouver ce consensus entre volonté de représenter ceux qui ne se retrouvaient pas dans le système, et en même temps capacité à transformer l'indignation
en offre électorale, en choix politique. Et donc, c'est vrai qu'on a vu au fur et à mesure du mouvement une forme d'institutionnalisation, notamment autour d'un chef assez charismatique. Il n'empêche que quand on regarde les pratiques de Podemos, il y a une véritable rupture avec les partis politiques traditionnels dans la façon d'élaborer les programmes, en sollicitant la contribution du plus grand nombre à travers des plateformes collaboratives, des cercles, des assemblées physiques qui se réunissaient dans les villages. Les circulos qu'ils ont mis en place aussi un peu dans la lignée de ce qui se faisait au Venezuela avec les cercles bolivariens qui étaient un peu les premiers sur ce registre. Exactement, et puis ce qui se faisait aussi à ce moment-là dans le cadre du mouvement des places des indignés. Donc c'était aussi s'appuyer sur ces forces vives qui existaient et aujourd'hui qui ne sont jamais considérées dans les mouvements politiques traditionnels. Et puis ça a été aussi Podemos une réflexion sur l'éthique du pouvoir à travers notamment une réflexion sur le financement des partis politiques, qu'ils ont mis en place une démarche très intéressante de financement participatif à travers du microcrédit et du don pour permettre au mouvement d'émerger, puisque la question se pose très concrètement quand on est un nouveau mouvement politique, comment émerger sur la scène politique alors qu'on n'a pas les moyens de se financer, puisque dans la plupart des démocraties occidentales, les partis politiques sont financés à travers la représentation, donc à condition qu'ils aient des postes électifs et une certaine représentation. Et puis toute la réflexion aussi de Podemos sur la limitation de la rémunération et des salaires, puisqu'ils ont par exemple pris l'engagement de limiter la rémunération des élus Podemos à 3 fois le SMIC espagnol, ce qui correspond à peu près à 2 000 €, donc 3 fois moins que le salaire par exemple d'un député européen qui est de 6 200 €. Donc tout ça, c'est aussi des nouvelles normes dans le champ politique qui pèsent aussi sur l'ensemble des acteurs de l'échiquier politique et qui nous amènent à nous réinterroger sur le rôle des partis politiques, l'éthique des partis politiques, la façon d'inclure les citoyens dans un mouvement politique. Alors entre la démocratie directe et la démocratie représentative qui vous laisse particulièrement méfiant, Francis Dupuy-Derry, vous parlez de domestication des mouvements sociaux, de vassalité, vous avez des mots assez durs envers cette forme de démocratie. Des mots précis. Précis et durs. Elisa Lewis, à l'instant, Francis Dupuy-Derry parlait de démocratie liquide. Et ça, c'est pour vous une troisième voie que vous évoquez dans votre ouvrage. Qu'est-ce que vous mettez derrière ? Il était très sceptique aussi vers la démocratie liquide. Alors, la démocratie liquide, c'est une voie qui reste assez théorique à ce jour, mais qui, n'empêche, pose un certain nombre de questions et ouvre un certain nombre de solutions qui sont intéressantes. Puisque aujourd'hui, dans le système représentatif électif, on vote pour des représentants, ceux qui sont à peu près les plus proches de nos préférences personnelles, mais dans l'intervalle, en réalité, nous sommes complètement impuissants sur la façon dont les décisions sont prises et l'orientation que va prendre nos représentants pendant la durée de son mandat. L'idée de la démocratie liquide, qui est portée notamment par le parti pirate, qui est aujourd'hui très fort, notamment en Islande, en Allemagne, c'est de dire que on doit renouer avec un processus démocratique dans lequel la plupart des décisions sont prises directement par voie référendaire, c'est-à-dire que les représentants doivent se retourner systématiquement vers le peuple pour savoir ce qu'ils souhaitent sur telle ou telle décision. Ça, c'est en réalité une forme de mandat impératif. Ce qu'ajoute en plus la démocratie liquide par rapport à cette forme de démocratie directe, c'est de dire qu'en réalité, personne ne dispose ni de suffisamment de temps, ni de suffisamment de compétences pour s'exprimer en permanence sur l'ensemble des sujets. Et donc la démocratie liquide rajoute un intermédiaire, puisque l'idée c'est aussi de dire que chaque citoyen peut déléguer son vote à un autre citoyen ou une personnalité politique, une personnalité de la société civile qu'il considère proche de ses revendications sur l'économie, sur l'écologie, sur l'éducation. Et donc c'est aussi l'idée de dire qu'on peut avoir une multitude de représentants disséminés dans la société civile à travers donc des intermédiaires qui ne sont pas seulement les représentants, puisque dans le modèle de la démocratie liquide, les représentants, ceux qui siègent au Parlement, sont en fait des élus, entre guillemets, presse-boutons, qui doivent systématiquement se retourner vers leurs électeurs pour voter de telle manière que le souhaitent leurs électeurs.
Le peuple peut-il voler au secours de la démocratie? On en discute jusqu'à 13h30 avec mes invités. Elisa Lewis, co-auteur avec Romain Slitine de Le coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie. Un ouvrage qui vient de paraître à la Découverte, et avec Francis Dupuy-Derry pour son dernier ouvrage La peur du peuple, agoraphobie et agoraphilie politique, paru chez Lux Éditions. France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert. François Hollande, notre président, lors du colloque Refaire la démocratie qui était consacré aux institutions début octobre, il s'est montré favorable à la généralisation des consultations citoyennes et favorable aussi à un référendum d'initiative populaire, le tout sans toucher quand même aux institutions de la Ve République. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est des bonnes pistes? On va en parler avec vous. Mais d'abord, vous allez me dire, j'imagine Francis Dupuy-Derry, pourquoi ne l'a-t-il pas fait depuis 4 ans s'il y était favorable? C'est vrai que c'est quand même des mots, des idées qui circulent depuis un moment dans le débat politique en France. Et c'est justement ça qui est intéressant. C'est quelque chose qui vous exaspère particulièrement. C'est ce que vous appelez cette agoraphobie déguisée en agoraphilie. Je vous cite. En Occident, l'agoraphobie est hégémonique. Une élite de type monarchique et aristocratique continue d'exercer son pouvoir sur le peuple. Même les partisanes et les partisans de l'agoraphilie politique souhaitent la plupart du temps qu'une élite politique se lève pour les défendre. D'où tous ces partis progressistes qui se présentent comme les relais légitimes de la colère, de l'indignation et des revendications, des mobilisations populaires. Alors, par qui cette récupération? Pourquoi ce grand détournement? Oui, mais en fait, je suis content que vous mentionniez là, les références à la monarchie et à l'aristocratie. C'est vrai que du point de vue de la démocratie directe, ou ce que j'appelle donc l'agoraphilie, cet amour du peuple assemblé à l'agora pour délibérer, donc ce qu'on appelle notre démocratie représentative, donc nos élus. En fait, ce sont Hollande, c'est un monarque élu. Il y a différents types de monarchies et l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est effectivement une aristocratie élue. Et ça, on retrouve référence à la possibilité d'élire un monarque ou d'élire une aristocratie. Chez les philosophes modernes, chez Rousseau, il le mentionne, Montesquieu le mentionne, etc. Donc le système représentatif, présidentiel, pour vous, oui. est une forme de monarchie déguisée. Tout à fait. Et de toute façon, dans l'histoire, c'est ce qui s'est... La Ve République est une monarchie. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire la Révolution française, les parlementaires se sont soulevés contre le roi, ils lui ont coupé la tête, mais ils se sont nommés un chef. Et ils ont rapatrié tout le pouvoir de la monarchie dans l'Assemblée nationale, donc la souveraineté, c'est eux qui l'ont maintenant. Mais ils viennent, en fait, le Parlement lui-même, c'est une création médiévale, c'est une création du roi, c'est quelque chose qui est créé pour l'aider à lever des taxes. Au début, sans aucune référence au peuple ni à la démocratie. Ce Parlement, il existe encore, évidemment sous une forme modifiée, mais il existe encore 1000 ans plus tard. Mais c'est une création du roi. Et ce roi a été remplacé par un président en France, aux États-Unis, par un premier ministre au Canada, mais c'est une logique monarchiste. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi est-ce que quand on coupe la tête du roi, on a encore besoin d'un chef? On pourrait imaginer que totalement une refondation du système totalement différente, mais on veut ce chef. Ce chef, il est important. Et ce chef, évidemment, il va jouer avec des références à la démocratie. Il va jouer avec la question de la participation, parce que maintenant qu'il est élu, évidemment, c'est un peu différent que d'être roi de père en fils, évidemment. Il faut se prêter au jeu. Et donc, effectivement, là, au fur et à mesure que les débats, que les idées, que les conflits sociaux émergent, ils vont récupérer des idées comme la proportionnelle dans certains pays, comme le référendum, comme etc., etc. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent comme ça, ou qu'est-ce qu'ils y gagnent à se revendiquer du peuple, à se donner tout l'apparat ou l'apparence d'une consultation? Mais en fait, moi je pense que c'est la question de la légitimité, c'est-à-dire que la monarchie, et là on est en Occident, là c'est l'histoire de l'Occident moderne, c'est la monarchie, elle était héréditaire, elle était divine, on lui a opposé, les parlementaires lui ont opposé la souveraineté du peuple. Et donc, à partir du moment où c'est ça qui est en jeu, la souveraineté du peuple, qui est mis en scène, en fait, parce que elle n'est pas réelle, cette souveraineté du peuple. Le peuple, il n'a pas la souveraineté, il ne gouverne pas, il reste gouverné. Et donc, à partir du moment où on fait référence à la souveraineté du peuple plutôt que à l'hérédité ou à Dieu, ben on met en scène d'autres choses. Et il faut la mettre en scène, cette souveraineté du peuple. Et donc là, on va faire le jeu des élections, au début juste pour les hommes, après ça pour les femmes. On va faire le jeu du référendum, on va mettre en scène des choses. Mais à la fin, il y a toujours un monarque élu avec son aristocratie. Et ils se battent pour changer de monarque. Là, en ce moment, en France, c'est très clair. C'est le trône, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est le trône. C'est pas de donner plus de pouvoir au peuple. Elisa Lewis, vous voulez réagir?
Oui, je pense qu'en fait, nos cerveaux sont colonisés par un certain nombre de mythes, en fait, voire d'un certain nombre de mensonges. D'une part, on est complètement colonisé par une vision du monde qui s'effondre, qui s'effrite par les catastrophes, les mauvaises nouvelles, et on a l'impression qu'il n'y a pas tellement d'issue à ça. Et en même temps, et c'est vrai que c'est tout le paradoxe, on est colonisé par cette idée qu'on est impuissant, qu'on est parfois même illégitime à participer au débat politique et au débat public. Et il y a cette aspiration très forte en France à un chef charismatique qui déciderait du bien-être général. Le dernier sondage du Cevipof de 2016 nous disait que 47% des Français étaient favorables à un homme fort pour gouverner le pays sans avoir à se préoccuper du Parlement ou des élections. Donc c'est quand même assez paradoxal. Et en fait, la réalité, c'est qu'il existe un champ d'inventivité, un champ de créativité dans la démocratie, mais pour ça, il faut se libérer de ces œillères, de cette ornière qui nous a poussés dans une vision extrêmement simpliste finalement de la démocratie. Mais alors il est où justement ce champ des possibles? Comment est-ce qu'on passe d'une démocratie de délégation, comme vous l'appelez, à une démocratie de l'action? Vous dressez, Elisa Lewis, avec votre co-auteur, une sorte d'état des lieux des innovations démocratiques pour comprendre un peu aussi les transformations qui sont à l'œuvre. Quels sont ou où sont les laboratoires aujourd'hui? Avec ce livre, avec le coup d'État citoyen, on a vraiment voulu essayer de dresser des perspectives, d'ouvrir des possibilités, de dessiner un nouvel horizon démocratique là où il nous semble souvent qu'il n'y a plus d'alternative. Alors on décrit un certain nombre d'initiatives qui s'inscrivent dans les différents champs de la vie politique, la question de la loi, la question des contre-pouvoirs, de la démocratie locale. Mais finalement, si je devais aujourd'hui résumer peut-être 3 grands chantiers dans lesquels, en tant que citoyen, on doit à nouveau être en capacité de se faire confiance, de prendre en main notre destin, puisque c'est quand même de ça dont on parle, des grands choix en termes d'écologie, en termes économiques, des grandes politiques sociétales, etc., que l'on veut mener ensemble. D'une part, il faut absolument qu'on se rende compte que la démocratie, c'est pas quelque chose qui nous est extérieur, c'est pas quelque chose qu'on peut déléguer. La démocratie, ça nous concerne directement, ça se passe au quotidien dans nos territoires, ça se passe aujourd'hui dans nos parlements, mais c'est quelque chose qui nous concerne. Et donc, je pense qu'on doit aujourd'hui, en tant que citoyen, vraiment prendre conscience qu'il faut aussi que nous nous engagions pour faire pression, d'abord, sur nos représentants, pour leur permettre aussi de rester fidèles à leurs promesses. Et donc, nous, on a beaucoup... Donc, on garde nos représentants, mais on trouve des moyens de se faire entendre auprès d'eux, de faire pression sur nos représentants. Alors, c'est vrai que nous, on est un peu moins radicaux que Francis, parce que je pense qu'il y a un certain nombre sur la politique au quotidien, les représentants peuvent avoir un rôle. Pour ça, il faut qu'on soit en capacité de les surveiller, de faire en sorte qu'ils restent fidèles à leurs promesses. Donc, en ce sens, tout le mouvement de l'ouverture des données, de la transparence des données publiques est essentiel. À un moment, on ne peut pas rester avec des gouvernements qui font la loi qui n'ont pas de compte à rendre, et qui n'ont pas de compte à rendre et on ne sait pas non plus sur quelles informations ils basent leurs décisions. Donc, être en capacité de savoir qui rencontre les parlementaires lorsqu'ils écrivent la loi, quelles sont les données qui font de la décision publique, ça semble essentiel. Et il y a de plus en plus de citoyens qui sont prêts à prendre du temps pour éplucher ces données publiques. Et c'est notamment le travail remarquable que fait une association comme Regard Citoyen. Ensuite, il y a d'autres temps où les responsables politiques, les élus, les représentants ne sont pas bien placés pour diriger et pour gouverner. Et en ce sens, je pense qu'il peut y avoir des complémentarités de formes d'exercice de la démocratie. Moi, je pense que toute la représentation n'est pas à mettre à la poubelle. Par contre, je pense que dans de nombreux cas de figure, notamment dès qu'il s'agit de réformer les règles du jeu politique, et aujourd'hui on en a cruellement besoin, ce qui concerne la Constitution, la réforme du financement ou de la vie en général des partis, ça ne peut pas être les responsables politiques qui prennent ça en main puisqu'ils sont jugés partis. Et dans ces cas-là, le recours à des assemblées de citoyens tirés au sort, à qui on donne les moyens de délibérer sur ces questions-là, parce que ce sont des questions aussi complexes qui nécessitent du temps, va être très intéressante. Et c'est ce qu'on a vu notamment en Islande, avec des citoyens qui, pendant plusieurs mois, ont pris eux-mêmes la plume pour écrire leur constitution. On l'a vu aussi en Irlande, puisque un certain nombre d'articles de la constitution irlandaise a été réformé à travers la mobilisation d'une assemblée de citoyens tirés au sort. Ça permet de faire un pas de côté et de réoxygéner notre système politique.
on se rend compte que ces mouvements sont pas toujours aussi inclusifs que ça, quand même empreintent certaines contradictions. On l'a vu notamment en France avec le mouvement Nuit debout. On a effectivement reproché à ce mouvement son manque de débouchés. Ils ont fait le choix de pas avoir de porte-parole, mais du coup, on a eu le sentiment qu'il n'y avait pas de prise de parole qui était vraiment forte, pas de consensus non plus, et donc pas vraiment de capacité de décision, une sauvegarde absolue de leur autonomie et une peur de la récupération qui pouvait parfois quand même frôler la paranoïa. Alors quel avenir pour ces mouvements, Francis Dupuy-Derry, tant qu'ils n'auront pas résolu leurs propres contradictions quelque part? C'est peut-être la question de leur finalité qui se pose. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça serait toujours intéressant de savoir qui porte ces critiques. Parce qu'évidemment, si vous êtes sympathique plutôt à un parti et que vous regardez ces mouvements qui ont effectivement pas de porte-parole, pas de programme et qui se méfient des partis, vous aurez tendance à leur dire oui, bon, vous êtes bien sympathique, mais en fait, la vraie solution pour vous, c'est de rejoindre nos rangs pour être dans notre parti et ensemble, on va être plus fort et on va prendre le pouvoir et on aura la capacité de mettre en place votre programme. Et donc, moi, je regarde ça plutôt du point de vue genre du mouvement. Et effectivement, un mouvement qui ne veut pas de chef, qui ne veut pas de délégation, c'est normal qu'il ne parle pas d'une seule voix. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose de parler d'une seule voix quand on est une communauté hétérogène? C'est un peu bizarre. C'est justement le mythe du représentant qui parle pour tout le monde, mais alors on sait ce que c'est. Il parle généralement pour une catégorie de citoyens. Et moi, je trouve en fait que ces expériences, elles sont extrêmement stimulantes. Et en fait, quand on dit mais il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de conséquences, c'est pas vrai. On l'a vu avec Occupy en Amérique du Nord, on va probablement le voir avec Nuit debout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un résultat concret le moment où Nuit debout ou Occupy se termine, d'ailleurs souvent par la police. Évidemment, le capitalisme n'est pas renversé, c'est pas la société n'est pas transformée, mais de ces mouvements émergent plein d'initiatives, plein de compétences, plein d'individus qui se sont rencontrés, qui ont développé et qu'on va probablement revoir dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans dans d'autres lieux. Et le mouvement, je pourrais dire, il est presque infini, il se recompose et réapparaît. Et c'est pas pour rien que Nuit debout reprend des modes d'action et des modes d'organisation du mouvement altermondialiste qui lui-même reprend des modes d'organisation des mouvements des années 60. C'est que tout ça, c'est ce que je disais au début, c'est un vaste cycle. C'est un vaste cycle, en fait. Et c'est une proposition de vivre la démocratie réellement, sans représentants. Et c'est sûr que ceux qui pensent que la solution, c'est par l'État ou par les représentants, ont beaucoup de difficultés à comprendre c'est quoi le sens de cette agitation. Qu'elle soit numérique ou pas, la question démocratique, à quelle fin pour vous? Est-ce que c'est juste une affaire d'expression citoyenne qu'il faut réhabiliter, un peu comme ou pour la beauté du geste, ou est-ce que ça va au-delà? Moi, je pense que ça va bien au-delà, et c'est vrai qu'on a beaucoup fait le procès de Nuit debout, qui n'aurait pas réussi à devenir un parti politique, ou qui n'aurait pas su faire alliance avec des partis politiques existants. Moi, je pense que c'est un faux procès qu'on fait à Nuit debout. Nuit debout, ce que ça a permis de faire émerger dans le débat public, c'est d'abord de reposer la question de qu'est-ce que c'est la démocratie pour le XXIe siècle. Une question finalement qu'on ne se posait plus du tout, qu'on avait complètement oublié du débat politique et public. Et d'autre part, c'est recréer ces espaces de discussion et de mobilisation. Nuit debout a répondu à un formidable besoin de dialoguer, de réfléchir, d'agir ensemble, qui n'existe aujourd'hui quasiment pas dans l'espace politique. Donc moi, je pense que fondamentalement, l'objectif de tout ça, c'est bien de réinventer la démocratie de fond en comble. Et nous, ce qu'on a vu à travers ces 80 défricheurs politiques qu'on a rencontrés pour le livre dans une dizaine de pays, c'est que finalement, en tout cas c'est notre conviction profonde, cette effervescence politique, cette ébullition démocratique qui traverse le monde, c'est peut-être le meilleur, voire le seul antidote qu'on ait aujourd'hui. Alors c'est un antidote qui est en phase d'expérimentation, de construction, donc tout ça va prendre du temps et nécessite bien sûr notre exigence et notre mobilisation à tous, puisque c'est en construction. Mais en tout cas, c'est le seul antidote aujourd'hui qu'on ait pour lutter contre la tentation des extrêmes, la tentation autoritaire, la montée des exclusions et le défaitisme ambiant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Elisa Lewis avec Romain Slitine. Le coup d'état citoyen est paru à la découverte. Merci à vous Francis Dupuy-Derry. Bon retour au Canada. Merci beaucoup. La peur du peuple est paru chez Luxe Éditions. Merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table.